Comme vous l'a dit Alain Vernet, moi je suis psychologue au centre hospitalier Georges Sand auprès d'adolescents et je rencontre quotidiennement des enjeux autour du corps. Évidemment avec la puberté, le corps qui change, qui se transforme, des ressentis d'étrangeté, les émotions qui parfois débordent, enferment, des enjeux de transidentité, ça a été abordé un petit peu ce matin, des situations qui peuvent être qualifiées de harcèlement, parce que le corps ou l'apparence peuvent être sujet de moquerie, mais aussi le corps maltraité, des scarifications, des gestes auto-agressifs ou même des tentatives de suicide. C'est difficile pour nos adolescents parce qu'en quelques années, il faut s'adapter dans sa tête à un corps qui se transforme sous l'effet de la puberté, une poussée de croissance parfois très rapide, un poids qui double entre 9 et 15 ans, on a tendance à l'oublier, une modification de la silhouette, un développement des organes sexuels. Il faut également essayer de s'y retrouver dans les catégories de genre, d'identité de genre, d'expression de genre, se sentir femme, homme, ou ne pas s'y retrouver entre ces deux catégories, faire face au regard des autres, découvrir une sexualité adulte, qu'elle soit hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle ou autre. Faire le constat que les parents, et même les adultes en général, sont imparfaits et faillibles, ça arrive. Construire son identité, trier ce qu'on a envie de garder et ce qu'on a envie de laisser, développer des amitiés, avoir ses premières déceptions, ses premières trahisons parfois. Acquérir progressivement son autonomie et enfin choisir une formation ou un métier. Tout ça concentré en quelques années de vie. Donc, il y a des raisons d'être en difficulté. Vous l'avez forcément vu, lu, entendu, la jeunesse ne va pas bien. C'est quelque chose de connu sur le plan épidémiologique. La moitié des troubles mentaux qui perdurent se manifesteraient avant l'âge de 14 ans. 70% se déclareraient avant l'âge de 25 ans. Et ça a été dit ce matin, le suicide, c'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans. La première étant les accidents de voiture. Pourquoi cette détérioration d'une situation déjà fragile ? On peut aborder les choses selon trois hypothèses. Est-ce que la société n'est pas de plus en plus difficile, de plus en plus incertaine, de plus en plus insécurisante ? Dans un contexte de crise, au pluriel, sanitaire, économique, militaire, beaucoup d'incertitudes envers l'avenir, cette espèce de promesse qu'on avait avant, on va à l'école, on a un diplôme, on a un métier, on peut avoir une maison, des enfants, et tout va bien. Cette promesse ne tient plus. Est-ce que cette augmentation des troubles, ce ne serait pas une meilleure détection par des meilleurs outils, des choses de plus en plus scientifiques, de plus en plus fins ? Ou enfin, est-ce que c'est la sensibilisation de la population à la santé mentale qui fait qu'il y a une rencontre entre les besoins et les ressources ? Parce qu'actuellement, un adolescent, une adolescente qui ne va pas bien, peut aussi bien en parler au médecin traitant, à l'infirmière scolaire, aller dans un CLP, dans une maison des adolescents, aller voir des psychologues en libéral, la parole est libérée et la santé mentale est un petit peu moins taboue. Donc on peut avoir un effet d'augmentation avec ces trois phénomènes combinés, ces trois hypothèses. Moi, ce que je vous propose, c'est de décliner cette thématique du corps à l'adolescence sous différents sous-thèmes. Tout d'abord, le corps qui est subi, c'est-à-dire qui se transforme. Qu'on le veuille ou non, le corps va se transformer à l'adolescence. Un corps agi, des tentatives de contrôle, que ce soit un surinvestissement sportif, une hypersexualisation, des scarifications. Le corps exposé, l'image de soi, et je vais beaucoup vous parler des réseaux sociaux, évidemment. Et enfin, le corps relié, c'est-à-dire le lien avec les autres et tout l'aspect communautaire. Pour reprendre les bases, adolescence, étymologiquement, ça signifie croître, croissance. Mais ça vient aussi de alérer, qui signifie nourrir, par opposition à adultus, qui lui a fini de grandir. On pourrait entendre nourrir sur deux aspects, se nourrir par l'alimentation, parce qu'un ado ça dévore, hein. Vous vous souvenez de la pub il y a quelques années, maman, mon corps est en pleine croissance, mais également se nourrir par la culture, l'éducation, s'éveiller au monde, apprendre, tout simplement comprendre son environnement et mieux se comprendre soi-même. Jacques Derrida, dans La Voix et le phénomène, il a une formule que je réutilise souvent, c'est contre, en français, c'est à la fois le sens de tout contre, de la proximité, et l'encontre de l'opposé. Ben oui, le bébé, quand il naît, il est tout contre nous, on le porte, au sens du contact. L'ado, lui, il est contre nous, dans le sens de l'encontre. Il va s'opposer, se rebeller, il va rejeter les modèles parentaux, rejeter la société,
rejeter les normes, s'affirmer à travers ça. Et enfin, quand l'adolescent il a pu faire la synthèse entre ses propres désirs et ce qu'il peut apporter, c'est le moment de la rencontre, l'inclusion, le partage, l'envie d'explorer le monde. Le paradoxe de l'adolescence, c'est de vouloir affirmer son identité, sa singularité, mais de chercher un groupe d'appartenance pour le faire. Être différent, mais comme tout le monde. Être libre, mais dépendant. Entre hétéronomie et autonomie. Entre discipline et rébellion. Et nous aussi, en tant qu'adultes, on leur dit à la fois « débrouille-toi, t'es grand maintenant ». Et tout de suite après « pourquoi t'as fait comme ça, t'aurais dû m'appeler ». Alors, à votre avis, jusqu'à quand est-ce qu'on est adolescent? À partir de quand on est enfin autonome? Est-ce que vous avez un petit point de repère? Pas une réponse unique qui émerge. Moi, j'ai été frappé par un article de recherche de novembre 2025, donc c'est tout récent, qui nous dit qu'il y aurait des grandes phases d'évolution cérébrale caractéristiques, 5 phases séparées par 4 étapes, dont une phase située entre 9 ans et 32 ans. Vous vous rendez compte de l'écart? De 9 à 32 ans, il y aurait des caractéristiques spécifiques et ensuite on passerait de 32 à 66. Ça fait discuter. Il y avait une formule d'un sociologue que j'aime beaucoup qui lui disait qu'on n'est plus adolescent à partir du moment où on possède sa propre machine à laver. Quand on n'a plus à rentrer chez papa-maman pour faire la lessive, c'est qu'enfin on est peut-être un peu autonome et un petit peu adulte. Alors, où en sont nos jeunes en 2026? Où en sont nos jeunes en 2026? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Vous voulez que je commence par laquelle? La mauvaise, ça on termine par la bonne. On va faire comme ça. La mauvaise, c'est la place qu'occupent les réseaux sociaux dans la vie des ados. Là, je ne vous apprends rien. Par contre, un petit peu de chiffres pour vous donner un petit peu de la teneur des choses. 50% des plus de 15 ans passent plus de 30 heures par semaine sur les réseaux. Ce qui est énorme. Il y a toute une vie en parallèle. Ça, c'est au niveau mondial. Si on s'intéresse plus spécifiquement à la France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire avait estimé que 90% des 12-17 ont un smartphone. 58% le consultent quotidiennement, 42% des 12-17 ans passent entre 2 et 5 heures, et 9% ils passent plus de 5 heures par jour. Et ça va vite, hein. Je ne sais pas si vous avez l'option temps d'écran sur votre smartphone, ça va très très vite, c'est effrayant. Il en ressort que l'usage des réseaux sociaux numériques a des effets négatifs sur la santé des adolescents. Ça perturbe le sommeil, ça perturbe l'image corporelle, une comparaison sociale, on intériorise des idéaux inatteignables, souvent purement virtuels avec les filtres. Il y a un impact sur les troubles du comportement alimentaire, vecteur d'exposition comportement à risque, consommation d'alcool, de tabac, de cannabis, on pourrait rajouter le protoxyde d'azote maintenant, en créant des conditions d'exposition aux cyberviolences et au cyberharcèlement. Et enfin, ce rapport apporte des éléments importants, notamment le fait que les filles sont beaucoup plus impactées que les garçons. Pourquoi? Alors déjà, au niveau santé mentale, les jeunes filles sont beaucoup plus vulnérables, et avec les réseaux, c'est encore pire. Les filles utilisent davantage les réseaux sociaux que les garçons. Elles utilisent davantage les réseaux fondés sur l'image, le partage d'images et la mise en scène de soi. Elles subissent davantage de pression sociale liée aux stéréotypes de genre. La société a des sortes de prescriptions des conduites, ce qu'une jeune fille devrait faire et ne devrait pas faire. Donc ça implique des risques en termes de violences sexuelles et sexistes. Nadine Fresquet pourra vous en parler. Elles sont plus souvent cyberharcelées que les garçons. Elles accordent plus d'importance au contenu des réseaux. Il y a un engagement émotionnel qui est beaucoup plus marqué. Tout ça, ça crée des facteurs de risque qui multiplient la fragilité et la vulnérabilité. Ça a un impact important sur ma pratique, notamment le risque suicidaire. Si on regarde un petit peu au niveau des statistiques, donc je vous ai mis un zoom à droite, les 10-14 et les 15-19, et on voit que la courbe, en ce qui concerne les jeunes filles, est largement supérieure et qu'elle augmente de façon dramatique. Juste ici.
En haut, c'est en MCO et en bas, c'est en psychiatrie. Juste pour vous donner des points de repère, 2007, c'est l'arrivée du premier iPhone. 2018, c'est l'arrivée de TikTok en France. Alors, corrélation n'est pas causalité, il n'empêche qu'il y ait des rapports d'information parlementaires sur l'impact de TikTok sur la santé des jeunes. Dans une étude américaine, sur plus de 800 000 ados, ils ont estimé qu'il y avait 5% d'écart entre les filles et les garçons en termes de score de dépression, et que cet écart augmente de 5% depuis 1982. Ce qui veut dire que les scores de dépression des jeunes filles sont de plus en plus importants par rapport aux garçons, de 5% depuis 1982, donc c'est vraiment dramatique. Alors on peut quand même avoir un regard mesuré sur les réseaux sociaux, puisqu'ils peuvent également avoir un aspect positif. Dans le rapport de l'Observatoire national du suicide en février 2025, il est noté « Les mécanismes de sociabilité et de construction des identités et les technologies mobilisées par les jeunes ont évolué rapidement ces dernières années. » On ne comprend pas encore très bien ce qui se passe. Aujourd'hui, le numérique fait partie intégrante d'un espace d'expression, de socialisation, d'échange, de confrontation, de construction de soi, centrale dans la vie sociale des jeunes et dont on peine encore à bien mesurer et comprendre l'ensemble des effets sur les comportements. Les réseaux sociaux sont ambivalents, permettant tout à la fois identification positive à autrui, la prévention ciblée, la protection par l'entraide des pairs et des membres d'une communauté, mais aussi la diffusion des messages dangereux, incitation au suicide, vidéos, contenu psychologiquement affectant, cyberharcèlement. Donc l'outil en lui-même, il n'est ni bon ni mauvais, mais s'il n'est pas régulé et si les jeunes ne sont pas protégés, ça peut être vraiment dramatique. Alors, heureusement, mon quotidien dans l'accompagnement des ados, ce n'est pas le risque suicidaire tous les jours. Sinon, je serais moi aussi un petit peu dépressif. Régulièrement, quand j'accompagne les ados, je prends un coup de vieux. Je suis pas encore très vieux, mais ça arrive. Quand un ado me dit en consultation « J'arrive à la Ressoie avec plus 1000 en aura », en plus, je vais à la salle, t'as vu, il y a une meuf, un vrai pain, je l'accoste pour la tchatcher, mais elle m'a pull-up, j'étais en goumin, ça me fait de l'XP. Heureusement que je suis assis. Véridique. Traduction. Il y en a qui essaient de traduire. Il fallait bien sûr comprendre, en arrivant à la soirée, bien habillé et soigné avec mon allure athlétique, comme vous pouvez le constater, la beauté d'une jeune fille a attiré toute mon attention. Je me présente et engage la discussion, elle m'a fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. Quelle déception! Mais je me console en me disant qu'on peut tirer des leçons de toutes les expériences, bonnes ou mauvaises. Plus 1000 en aura et XP, ça vient du monde des jeux vidéo. Alors, il n'y a pas de raison que je sois le seul à prendre un coup de vieux. Hein? Vous reconnaissez quoi là-dedans? Si on commence en haut à gauche, c'est facile. Facebook, les jeunes, ils ne l'utilisent plus. À droite. Ça, bien. Bien. X, Twitter, avant c'était Twitter. À côté. Reddit, bien. À côté de Reddit. Le petit papillon. Blue Sky, ça a remplacé Twitter. Enfin, avec des normes de régulation un peu plus éthiques, on va dire. En bas à gauche. Discord, très bien. Le petit T. Non. Telegram, il est là-bas avec le petit avion en papier. Le T, c'est Tumblr, qui était en perte de vitesse et qui revient beaucoup sur le devant de la scène. Alors on le surveille de près, Tumblr, parce qu'il y a tous les groupes pro-anorexie dessus. Qui militent comme quoi l'anorexie serait un mode de vie tout à fait sain. Donc on le surveille de très près. Le petit arrobas Threads, c'est Instagram qui a essayé de faire Twitter. L'avion en papier, on l'a dit, c'est Telegram. Et enfin le M avec la trompe d'éléphant. C'est Mastodon, qui est Twitter, mais de façon décentralisée.
Je dois me tenir à jour sur tous ces outils. C'est un travail au quotidien. Alors pour la blague, un médecin du service me disait il y a quelques années que les adolescents qui voulaient gagner beaucoup d'argent, ils voulaient être footballeurs. Maintenant, ils veulent être youtubeurs ou influenceurs. Il faut savoir que les adolescents que je rencontre, c'est le cas de mes collègues également, concernant Instagram, les jeunes n'ont pas un seul compte. Il y a tous les parents qui vont faire « ah bon ?» Il y a le compte public, avec les amis, la famille, parfois les parents. Il y a un compte privé, où seuls quelques amis ont connaissance. Sur celui-ci, on pourra poster ses états d'âme, évoquer sa tristesse, ses doutes, librement, sans forcément vouloir que les parents et la famille le sachent. Ça permet de s'extraire du regard du monde des adultes. Et il y a le compte anonyme, que j'ai appelé le compte sous-marin, où les followers, celles et ceux qui sont abonnés au compte, ne savent pas qui est la personne. Sur ce compte-là, les jeunes peuvent expérimenter, tester la façon dont ils peuvent attirer la curiosité, le désir aussi, ce qui peut être dangereux, poster des œuvres, par exemple des œuvres artistiques ou des choses plus intimes, parfois exposer son corps sans dévoiler son visage, pour tester son pouvoir de séduction et d'attirance. Ça permet d'expérimenter, pouvoir essayer d'être quelqu'un d'autre pour trouver qui on est, qui on a envie d'être. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle. La bonne, c'est la pensée critique qu'ont les adolescents. Ils ont accès à beaucoup de désinformation, d'intox, mais ils ont le réflexe de chercher des sources. Ça, je peux en témoigner, de croiser les informations, d'aller vers des sources reconnues de confiance. On peut avoir confiance, je pense, et espoir. Ils questionnent leur entourage pour avoir d'autres avis, du débat, de la contradiction. Ce qui vient compliquer tout ça, et un nouveau danger en plus des réseaux sociaux, c'est l'intelligence artificielle. Avec ChatGPT ou autre, qui n'est pas paramétré pour contredire, et va au contraire nous enfermer dans nos convictions. Et quand les convictions sont anxieuses ou dépressives, ça peut amener à des drames. Ce que l'intelligence artificielle, c'est de la statistique de texte, ça va mettre en forme des mots, construire des phrases bout à bout, ce qui devrait statistiquement sortir le plus probable. Ça va donner des données qu'on va pouvoir hiérarchiser sous forme d'informations, et quand on les relie, ça fait de la connaissance. Par contre, ce que l'intelligence artificielle ne peut pas faire, c'est la perspicacité. Quelle information est la plus importante? Pouvoir faire des liens avec différents domaines de connaissances, séparés. Ça, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire, seul un humain peut le faire. Et parfois, l'intelligence artificielle va relier des choses qu'elle ne devrait pas relier, et voir des choses qui n'existent pas. Sur la perspicacité et la sagesse, il est important aussi de se dire que les adolescents ne sont pas armés comme les enfants ou les adultes. Il y a des particularités. En effet, les adolescents connaissent un développement cognitif accéléré, notamment en termes de raisonnement logique, même s'il faut encore quelques années avant que ça atteigne son plein développement. Et le système émotionnel, il serait fonctionnellement plus mature, plus précocement que les processus de contrôle cognitif. Il y a un décalage entre système émotionnel et système de contrôle cognitif, ce qui donne une hypersensibilité de la réactivité émotionnelle et une immaturité du contrôle cognitif. Autrement dit, les adolescents sont marqués par une sensibilité accrue aux émotions et une difficulté à les réguler. Ça, on le savait déjà que pour les ados, c'est difficile de réguler les émotions. Si vous avez vu Vice Versa 2, quand on a une émotion qui tape sur tous les boutons du panneau de commande, ça devient un petit peu le bazar. Donc les neurosciences viennent le confirmer. Ce qui est intéressant, c'est que ça implique également une grande sensibilité aux récompenses immédiates, et ce qui pousserait les ados à prendre plus de risques que les enfants et plus de risques que les adultes. C'est vraiment une période de l'individu qui est très particulière. Dans une autre étude, ils ont analysé les activations cérébrales en fonction de présentation de visages exprimant des émotions. Et les auteurs ont identifié des pics d'activation pendant l'adolescence quand on leur présente un visage qui sourit, qui exprime de la joie. La réponse est beaucoup plus importante chez un adolescent par rapport à un enfant ou un adulte quand il voit un sourire. Donc la prochaine fois que votre ado revient avec des heures de colle, parce qu'il a fait l'imbécile pour faire rire les copains, c'est pas totalement de sa faute. Ça s'explique. Ça, c'était pour l'aspect cérébral. Mais si on s'interroge sur l'image du corps, dans un sondage de 2021 du Centre régional d'information sur la santé des jeunes, ils avaient établi que 81% des jeunes interrogés déclaraient penser tout le temps ou souvent à leur image et à leur corps. Énorme. 46% pensent tout le temps ou souvent à l'alimentation.
60% des filles trouvent que l'image du corps est source d'inquiétude. 60% des garçons trouvent que l'image du corps est source d'intérêt. Intéressant. Ça rejoint un peu des stéréotypes qu'on pourrait avoir, mais on voit bien les enjeux autour du corps subi, agi, exposé, relié. Si j'ai choisi de vous parler des réseaux sociaux, c'est évidemment parce que ça occupe une place importante dans la vie des adolescents que je rencontre, et c'est intéressant parce que c'est là où on va pouvoir se mettre en scène, sublimer, truquer, tronquer l'image de son corps, pour en retrouver une certaine maîtrise. Parce que le corps, on ne peut pas s'en défaire. Il est avec nous, il est nous, d'une certaine façon. Notre esprit est condamné à habiter cette machine organique, à l'entretenir, la réparer, la nourrir. Il est impossible de s'en affranchir, de s'en libérer. Et le philosophe Michel Foucault, qui a été cité ce matin, il a beaucoup travaillé la notion du corps. Et il a écrit un texte que j'aime beaucoup, où il nous dit que le corps, en fait, c'est le contraire d'une utopie. Vous savez, utopie, c'est utopos, c'est-à-dire nulle part, le non-lieu. Et puisqu'on parle d'univers virtuel avec les réseaux sociaux, il s'agit précisément d'espaces qui ne sont pas des lieux. Alors je vous ai mis le texte parce que c'est presque de la poésie. Mon corps, c'est le contraire d'une utopie, ce qui n'est jamais sous un autre ciel. Il est le lieu absolu, le petit fragment d'espace avec lequel, au sens strict, je fais corps. Mon corps, topie impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours que finalement je vois plus, ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre, mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir, visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau. Et dans cette vilaine coquille de ma tête, dans cette cage que je n'aime pas, qu'il va falloir me montrer et me promener, à travers cette grille qu'il faudra parler, regarder, être regardé, sous cette peau croupir, mon corps c'est le lieu sans recours auquel je suis condamné. Je pense après tout que c'est contre lui et pour l'effacer qu'on a fait naître toutes ces utopies. Le prestige de l'utopie, la beauté, l'émerveillement de l'utopie, à quoi sont-ils dus ? L'utopie, c'est un lieu hors de tous les lieux. C'est un lieu où j'aurai un corps sans corps. Un corps qui sera beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Et il se peut bien que l'utopie première, celle qui est la plus indéracinable dans le cœur des hommes, ce soit précisément l'utopie d'un corps incorporel. Et je pense que les réseaux sociaux répondent sûrement à cette recherche d'un idéal, d'un corps incorporel. Sur Instagram, le corps, il est beau, limpide, transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. Pour penser notre rapport aux images et à l'image qu'on souhaite renvoyer de nous-mêmes sur les réseaux, il faut garder 4 erreurs en tête qu'on est susceptible de faire. D'abord, se dire que ce qu'on voit, c'est la vérité. Confondre image et vérité. Et on voit bien maintenant avec les intelligences artificielles qui permettent de générer des images, comme quoi on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. Confondre information et communication. Et les infos les plus importantes vont être noyées dans un océan d'insignifiance. On ne sait même plus qu'est-ce qui est le plus important. Confondre culture et accumulation de connaissances. C'est pas parce qu'on met des infos les unes à la suite des autres qu'on construit vraiment une pensée, qu'on construit une culture. Et enfin, confondre information et vérité. Qui parle ? De quoi ? En qualité de quoi ? Avec quelle expertise ? Et en ce qui concerne l'usage des réseaux sociaux et l'accès à l'information, notamment en matière de santé physique et de santé mentale, c'est crucial de les avoir en tête. Surtout à notre époque, où on essaie de naviguer entre complotisme, fausses informations, des experts de plateau télé, où les informations pertinentes peuvent être noyées dans des choses insignifiantes. Ceci est d'autant plus crucial en ce qui concerne la santé mentale et d'autant plus crucial à propos des adolescents. Un autre thème crucial à l'adolescence, je le disais en introduction, l'alimentation. Souvenez-vous, le poids double entre 9 et 15 ans. 46% des ados pensent tout le temps ou souvent à l'alimentation.
Mais il n'est pas seulement question de prise de calories ou de prise de poids à l'adolescence. L'alimentation, c'est aussi des symboles, des rituels, des codes, des structures. Quelques citations pour réfléchir à tout ça. La cuisine d'une société est un langage dans lequel elle traduit inconsciemment sa structure, à moins que, sans le savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses contradictions. Manger 5 fruits et légumes par jour et le Happy Meal à 4 €. Les attitudes parentales, plus ou moins frustrantes, dans la distribution des aliments aux enfants, participent à la construction de la personnalité de base. Ça, je m'y intéresse beaucoup. Est-ce que l'alimentation est utilisée comme récompense, réconfort, punition, privation? Est-ce que l'adolescent va privilégier en situation de crise une prise alimentaire réconfort? Est-ce que ça se ritualise? D'impulsivité. Nous ne mangeons pas avec nos dents, nous ne digérons pas avec notre estomac. Nous mangeons avec notre esprit, nous dégustons selon les normes culturelles liées au système d'échange réciproque qui est à la base de toute vie sociale. C'est pourquoi chaque peuple, on pourrait dire chaque famille, se définit par ses pratiques alimentaires, ses manières de table, aussi nettement, aussi sûrement que par sa langue, ses croyances et les pratiques sexuelles. Chaque repas est un événement social structuré, qui structure les autres à sa propre image. Et ça aussi, je m'y intéresse beaucoup quand je reçois des adolescents à leurs parents. Comment se passent les repas? Est-ce qu'on se parle à table? Est-ce que tout le monde mange au même moment? De quoi on parle? Est-ce que la télé est allumée? On se raconte un peu sa journée, ce qui nous a réjouis, ce qui nous a déçus. Voilà. Est-ce qu'ils se renseignent les uns les autres sur un peu leur météo intérieure? Ou est-ce que chacun vit sa vie dans son coin? Pour conclure, vous avez sûrement vu dans la presse que les réseaux sociaux, les smartphones allaient être interdits au moins de 15 ans. C'est bien connu, l'adolescence, c'est l'âge où on respecte l'autorité, les interdits, la discipline, et où on ne fait rien sans que les adultes le sachent. Blague à part, c'est une très bonne initiative, mais ce serait encore mieux si les adolescents avaient des outils bien régulés, bien modérés, où les filtres de protection fonctionnent. Parce qu'on l'a vu, les réseaux sociaux, ce sont aussi des espaces d'expression, de socialisation, d'échange, de confrontation, de construction du soi et de la vie sociale. Je vous rappelle un détail qui n'en est sûrement pas un, mais est-ce que vous avez remarqué que la définition de la santé mentale, elle a changé? En 2000, l'OMS nous disait que la santé mentale, c'était un état de bien-être mental qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler de manière productive et d'apporter sa contribution à sa communauté. Ça a changé en 2022. La santé mentale est devenue un état de bien-être mental qui permet aux personnes, plurielles, de faire face aux sources de stress de la vie, de réaliser leurs capacités, d'apprendre, de travailler avec succès et de contribuer à leur communauté. Entre les deux, on a eu le Covid, les confinements, la distanciation sociale. Donc c'est peut-être pas par hasard que l'OMS pousse un peu le curseur sur l'aspect communautaire, l'aspect social, pour définir la santé mentale. Le mot de la fin, je le laisse à Winnicott. Aujourd'hui, on souhaiterait que la jeunesse dorme de 12 à 20 ans, qu'elle se tienne tranquille, disciplinée, sage, silencieuse. Et la jeunesse refuse de dormir. La société devra toujours la maintenir et contenir, et je rajouterai soutenir, afin d'éviter d'une part les fausses solutions, et d'autre part l'indignation morale de tous ceux qui jalousent cette jeunesse et ses infinies potentialités aussi précieuses qu'éphémères. Je vous remercie. Merci Benoît de toutes ces références très actuelles qui est de nous avoir placé, de nous avoir alerté aussi d'une certaine manière sur un certain nombre de situations sans jugement, mais en nous mettant en situation de tenter de les comprendre et de vigilance. Je crois que c'est ça qui me semble important et d'avoir pointé cette tension entre, pour les adolescents, le corps qu'on a et dont, avec lequel on est bien obligé de faire, et le corps qu'on est dans ses multiples dimensions, dans ses multiples représentations, dans ses multiples constructions.
Et je trouve que le débat là est ouvert parce que tu nous as abordé des questions très actuelles qui aussi nous amènent à penser toutes nos interrogations on ne peut pas faire abstraction de ce que ça questionne dans l'organisation de la société, dans les systèmes politiques. Je pense que le corps est éminemment, alors que ça apparaît le biologique par définition, est aussi quelque chose de très politique. Donc si vous voulez prendre la parole, et je vais confier le micro à qui se déplace mieux que moi. Il y a déjà Jérémy qui a un micro. Pas de questions. Merci Benoît. Donc,